Ce fut une guerre terrible, un conflit qui est devenu le centre du monde et qui a marqué l'histoire jusqu'à aujourd'hui. Plus d'1 million de soldats ont perdu la vie et plus de 2 millions de civils sont morts. Au total, 7% de la population a disparu de la surface de la Terre. Et le pire, c'est que ce n'était que le début d'un cauchemar qui, pour des millions de personnes, serait éternel et qui n'est toujours pas terminé. L'unité territoriale a été brisée en deux et des centaines de milliers de familles ont été séparées à jamais. Chers amis de Diplo, c'est l'histoire dévastatrice de la péninsule coréenne, une péninsule divisée en deux parties depuis plus de 70 ans, que vous connaissez très bien, un sud capitaliste et un nord communiste. Entre les deux, il reste une frontière fortifiée, clôturée, minée et surveillée jusqu'à l'extrême. Une zone démilitarisée presque impénétrable que seuls quelques rares chanceux du nord ont réussi à franchir, alors que des milliers d'autres y ont perdu la vie en quête de liberté. Cette zone démilitarisée est entourée par l'une des plus grandes concentrations de forces militaires de la planète. Et là, je sais ce que beaucoup d'entre vous pensez. Mais qu'est-ce que t'es en train de nous raconter? Pourquoi nous parler de tout ça? Tu veux nous déprimer ou quoi? Et surtout, quel rapport avec la Corée dans une vidéo qui est censée nous parler de l'issue de la guerre en Ukraine? Et bah, les amis, c'est justement l'objet de notre travail. On va parler de la Corée parce que l'histoire pourrait bien se répéter une deuxième fois, mais cette fois-ci en Europe. Ce serait pas la première fois qu'un tel scénario est envisagé. Par exemple, en 2006, une tentative de solution à la coréenne avait été testée entre Israël, le Liban et le Hezbollah, même si ça n'avait pas très bien fonctionné. Mais aujourd'hui, cette solution pourrait bien être au cœur du plan de Trump pour mettre fin à la guerre en Ukraine. L'équipe de Trump, divisée sur le plan de fin de la guerre en Ukraine, débat sur une zone démilitarisée et un gel de l'expansion de l'OTAN. Et attention, même Zelensky semble déjà en train d'envisager cette perspective. Zelensky suggère que la phase active de la guerre en Ukraine pourrait se terminer en échange d'une adhésion à l'OTAN, même si les territoires occupés ne sont pas immédiatement restitués. C'est la première fois que Zelensky évoque la possibilité de ne pas récupérer les territoires perdus dans le cadre d'un accord de cessez-le-feu. Attention à ce détail. Ici sur Diplo, on vous a déjà expliqué récemment à quel point Trump a pour objectif de mettre fin à cette guerre et quelles seraient les options à sa disposition pour y parvenir. Cependant, au-delà de couper les vivres à Zelensky et peut-être de lever certaines sanctions contre la Russie, on en sait encore très peu sur les plans exacts du président élu. Cela dit, l'idée de geler la guerre dans sa situation actuelle, de créer une zone démilitarisée et d'instaurer une dissuasion claire en Ukraine est une option qui a été ouvertement défendue dans le cercle proche de Donald Trump. Mais alors, comment ce plan pourrait-il se développer? Pourrait-il connaître le même succès qu'en Corée? Et qu'en pensent les Ukrainiens? Et ben, on va tout expliquer dans cette vidéo. Mais d'abord, j'aimerais signaler que vous n'êtes que 17% à être abonné à Diplo. Donc si vous avez envie de nous faire plaisir, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Allez, on démarre. Trump imite le modèle coréen. Lorsqu'on visite la Corée, il y a une étape incontournable. Je parle bien sûr de la zone de sécurité commune, cette fameuse zone avec des cabanes bleues qui séparent les deux Corées. C'est là que Donald Trump a rencontré Kim Jong-un pour la première fois, devenant au passage le premier président états-unien à poser techniquement le pied sur le sol nord-coréen. Cependant, ce n'est qu'un des nombreux points des 240 km de frontières qui séparent les deux pays. Une zone entièrement clôturée, surveillée par des milliers de soldats sud-coréens et nord-coréens et truffée de mines. On estime d'ailleurs qu'il y aurait environ 1 million de mines réparties sur le long de cette frontière. Et bah, l'équipe de Trump semble envisager un paysage similaire pour l'avenir des relations entre l'Ukraine et la Russie. Dans ce cas, la zone démilitarisée suivrait toute la frontière entre l'Ukraine et les territoires actuellement occupés par la Russie. Des fortifications ainsi que des systèmes de surveillance et de contrôle seraient mis en place sur les plus de 1200 km de cette frontière qui diviserait l'Ukraine en deux. Il est même possible que cette frontière, ainsi que d'autres zones limitrophes, deviennent un immense champ de mines. Et bien entendu, elle serait lourdement surveillée par les troupes des deux pays. Mais il y a une différence majeure avec la situation de la Corée. L'Ukraine et la Russie partagent une frontière gigantesque, longue de plusieurs milliers de kilomètres. Donc, dans ce cas précis, militariser la frontière ne suffirait pas. Il faudrait transformer l'Ukraine en un bastion impénétrable pour empêcher les Russes de lancer une nouvelle invasion à l'avenir. Il faudrait peut-être même envisager l'envoi de troupes internationales. Cependant, les cercles proches du futur locataire de la Maison Blanche semblent très clairs sur le fait que ce n'est pas leur rôle. Nous n'envoyons pas d'hommes et des femmes des États-Unis pour maintenir la paix en Ukraine. Faites en sorte que les Polonais, les Allemands, les Britanniques et les Français s'en chargent. Source anonyme proche du président Trump. D'ailleurs, l'envoi de soldats est une option qui a été évoquée, notamment par des fuites provenant de la France et du Royaume-Uni.
Guerre en Ukraine, l'envoi de militaires européens en discussion. Mais bien sûr, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, surtout lorsqu'il s'agit de déployer des armées en Europe. Peut-être que les Polonais pourraient envisager cette option sérieusement, notamment grâce à l'impressionnante force militaire qu'ils sont en train de bâtir. Mais quoi qu'il en soit, ce ne serait pas une solution définitive. En fin de compte, une attaque contre l'Ukraine qui n'impliquerait pas directement ses unités ne serait pas considérée comme une attaque contre l'OTAN, à moins que l'Ukraine ne rejoigne l'Alliance, ce qui aujourd'hui semble peu probable. Il faudrait donc aller plus loin. Comme je te le disais, il faudrait militariser l'Ukraine massivement avec des tonnes d'armes, d'équipements et un financement conséquent pour renforcer sa propre capacité militaire. Cela dit, ce genre de plan pourrait bien plaire à Trump. Dans sa tête, ça pourrait ressembler à ceci. On met fin à la guerre, la Russie garde les territoires qu'elle occupe, on vend des tas d'armes à l'Ukraine pour militariser la frontière, et le mieux dans tout ça, c'est que la plus grande partie de la facture sera payée par les Européens. On fera des affaires grâce aux euros qui nous enverront pour soutenir l'Ukraine. Et ça, c'est quelque chose qu'on est en mesure d'exiger. Et honnêtement, dans les circonstances actuelles, ce ne serait pas une si mauvaise nouvelle. Une Ukraine en paix, bien armée, avec une frontière hermétiquement fermée avec la Russie, pourrait progressivement attirer des investissements étrangers, surtout si elle mène les réformes nécessaires. Mais le problème pour l'Ukraine, c'est qu'elle devra faire confiance au fait qu'après un cessez-le-feu, l'aide internationale continuera à arriver. Et avec les Européens et les Nord-Américains, c'est pas vraiment garanti. Et puis d'un autre côté, Zelensky n'aura probablement pas d'autre choix que de négocier. Les Républicains ont déjà annoncé qu'ils ne prévoient pas d'envoyer davantage d'aide à l'Ukraine pour le moment. Une solution à la coréenne pourrait donc être le meilleur compromis que le président ukrainien puisse obtenir aujourd'hui. Mais pourquoi les Russes accepteraient-ils une telle issue? Après tout, si Trump coupe déjà les vivres à Zelensky, pourquoi accepterait-il qu'un tel accord laisse l'Ukraine sous l'influence de l'Occident pour toujours? Dans ce cas précis, il se trouve que cette solution pourrait aussi être bénéfique pour la Russie, ou du moins raisonnable. Non seulement à cause des lourdes pertes qu'elle subit sur le front, mais aussi parce que les gigantesques programmes de dépenses publiques pour soutenir l'économie de guerre et maintenir la production industrielle dans le secteur de la défense commencent à peser lourdement sur l'économie nationale et les ménages russes. Ce sont des faits. L'inflation officielle frôle déjà les 10% avec des produits de base augmentant jusqu'à 25%. Et bien sûr, le rouble est en chute libre. Il y a un an, 90 roubles suffisaient pour acheter $1. Aujourd'hui, il en faut plus de 105. Tout ça, ça a poussé le gouvernement russe à prendre des mesures aussi drastiques que celle-ci. La Russie augmente ses taux d'intérêt à 21%, leur niveau le plus élevé depuis des décennies. Et surtout, il ne faut pas oublier l'essentiel. Poutine pourrait présenter cette solution comme une véritable victoire. On imagine déjà la propagande. Finalement, l'Ukraine a dû baisser les bras, l'Occident épuisé a été contraint de demander un cessez-le-feu. Nos ennemis ont imploré la clémence et nous avons agrandi la mère patrie, la Russie. Certes, Poutine n'aurait pas réussi à conquérir toute l'Ukraine et à la placer sous son contrôle comme il l'espérait, mais il aurait obtenu suffisamment de territoire pour vendre ça comme un triomphe au peuple russe. Le premier pas vers la résurrection de la Novorossia de Catherine la Grande, c'est-à-dire les territoires du sud-est de l'Ukraine intégrés à l'Empire russe au XVIIIe siècle après avoir été conquis à l'Empire ottoman. La reconquête de ces terres est un vieux rêve de Moscou. Et si ces arguments ne suffisaient pas, il y aurait aussi eu la menace de Trump, où tu t'assois à la table des négociations, où je commence à financer l'Ukraine comme jamais auparavant. Du moins, c'est ce que certains analystes affirment que l'entourage de Trump suggère. Honnêtement, ici on est un peu plus sceptique, mais on sait jamais. Une issue à la coréenne reste une hypothèse. Comme vous le savez, avec ce genre de scénario, les promesses sont nombreuses, mais il y a toujours un risque que rien ne se concrétise. En Ukraine, ce genre de coup de théâtre, ils connaissent très bien. Un cessez-le-feu accompagné d'un plan à la coréenne pourrait être une bonne nouvelle pour Kiev, ou du moins pour éviter un désastre. Mais si cela ne se concrétise pas, l'Ukraine reviendrait à la case départ après des destructions massives, de lourdes pertes et avec 20% de son territoire en moins. Et pire encore, le pays pourrait se retrouver abandonné à son sort, puisque la proposition de Trump semble reposer sur un autre pilier. Regarde bien. L'équipe de Trump envisage de reporter l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN d'au moins 20 ans, rapporte le Wall Street Journal. C'est le grand risque que Kiev veut éviter à tout prix. Après tout, la Russie a déjà ignoré le mémorandum de Budapest de 1994. Pourquoi est-ce qu'elle ferait autrement cette fois-ci? Même sur la frontière entre les deux Corées, si les tensions n'ont pas dégénéré, c'est parce qu'à chaque crise, les États-Unis ont fini par intervenir d'une manière ou d'une autre. Par exemple, en 1976, Washington a dû déployer des bombardiers B-52 accompagnés de nombreux avions et hélicoptères pour dissuader la Corée du Nord. Ça, et le fait que l'armée sud-coréenne dispose d'une puissance de feu considérable. Sans un tel soutien, l'Ukraine n'aurait rien pour tenir tête à Moscou.
Et c'est pas fini. Si la solution adoptée n'est pas à la coréenne, les menaces sécuritaires constantes de la Russie causeraient un autre tort majeur à l'Ukraine. Elle rendrait son accès à l'Union européenne encore plus compliqué qu'il ne l'est déjà. Et on sait déjà à quel point c'est difficile. Rappelons qu'il reste plein de problèmes à résoudre en Ukraine. Un état de droit faible, une corruption endémique, une pauvreté généralisée entre autres. Sans parler du fait qu'en réalité, peu de pays européens sont réellement prêts à accueillir l'Ukraine dans l'Union. Avec son niveau de pauvreté et son immense secteur agricole, l'Ukraine représenterait une énorme charge pour les fonds européens. Or, comme ces fonds ne sont pas illimités, ça obligerait certains pays à faire d'importantes concessions financières. Si ces obstacles rendent déjà l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne difficile, une sortie mal négociée de la guerre la rendrait totalement impossible. C'est précisément pourquoi Zelensky concentre désormais tous ses efforts sur un objectif: s'assurer que la fin de cette guerre ne laisse pas l'Ukraine livrée à elle-même. Comme on l'a déjà dit, une solution à la coréenne est probablement la meilleure carte qui lui reste à jouer. Cela dit, la véritable question c'est qu'est-ce qu'en pensent les Ukrainiens? Et ben on va regarder ça tout de suite. La société ukrainienne se déchire. Les amis, bien que le chemin vers la paix semble inévitable, l'opinion générale parmi les forces militaires ukrainiennes est quelque peu différente. Sur le front, où la vie et la mort se jouent minute par minute, le mot négociation ne résonne pas comme une trêve, mais comme une trahison. Pour plein de soldats et de vétérans, tout accord qui ne garantit pas une victoire claire est tout simplement inacceptable. Bien sûr, d'autres, notamment parmi les plus jeunes, en ont assez de tout cela. Mais l'opinion est divisée et ceux qui s'opposent à toute négociation sont de plus en plus nombreux, à tel point qu'on estime qu'environ 15% des militaires ukrainiens pourraient être prêts à rejoindre une protestation armée s'ils considèrent que les négociations équivalent de facto à une défaite. Alors pourquoi une telle résistance chez beaucoup de militaires? Les raisons sont nombreuses, mais en général, ils ne partagent pas l'idée que la position de l'Ukraine soit aussi faible qu'on le prétend, même sans l'aide massive des États-Unis. Ce n'est pas le moment le plus optimiste pour l'Ukraine, mais aucune catastrophe militaire ne s'est produite. Cette guerre n'est pas perdue. Andrei Belatsky, commandant de l'une des plus grandes brigades ukrainiennes. Les officiers ukrainiens savent que les Russes gagnent du terrain depuis plusieurs mois, mais ils savent aussi que ces avancées se font au prix de pertes humaines énormes. C'est précisément ce qui explique l'attitude nerveuse de Poutine ces derniers jours. Vladimir Poutine menace de réduire en poussière des cibles à Kiev. Le président russe déclare que des bâtiments gouvernementaux ukrainiens pourraient être frappés avec le nouveau missile balistique Oreshnik. Je sais pas, si tout allait si bien pour lui, il aurait pas besoin de recourir à des menaces comme celle-ci, non? Certes, la Russie dispose d'un important stock d'armement, mais il devient de plus en plus réduit. En plus, elle fait face à un manque alarmant de pièces détachées pour ses équipements, de soldats bien entraînés et d'officiers compétents. On en a déjà parlé ici sur Diplo. Le fait que Moscou ait dû demander une aide urgente à Pyongyang n'est certainement pas un signe de force. Au moins, les officiers ukrainiens semblent convaincus que la situation au sein des rangs russes n'est pas aussi bonne qu'elle en a l'air. Certes, en 2024, les troupes de Poutine ont pris l'initiative, mais au prix d'un énorme épuisement. Cependant, de l'autre côté, l'incapacité de l'Ukraine à progresser et à maintenir Koursk n'est pas non plus un bon signe. Mais malgré tout, la situation reste particulièrement compliquée. Baisser les bras sans rien obtenir après avoir vu tomber tant d'amis, de proches et de camarades, c'est loin d'être facile et on les comprend. Sans oublier que ceux qui appréhendent le mieux de quoi les Russes sont capables, ce sont justement les soldats en première ligne. La Russie a violé des dizaines de traités internationaux au cours des 30 dernières années. Un accord avec eux ne vaut rien. Si nous voulons une paix qui dure, nous devons leur infliger le plus de dégâts possible. Un vétéran de 42 ans ayant commencé à combattre en 2014. C'est pourquoi, pour ceux qui sont sur le front, la seule paix durable sera celle qui affaiblirait suffisamment la Russie pour qu'elle ne représente plus une menace. Ce qui, soyons honnêtes, semble assez difficile à atteindre. Quoi qu'il en soit, même s'il y a des divisions, la majorité des forces armées s'oppose à une négociation dans les termes que semble proposer Donald Trump. Cependant, les amis, un instant. Le sentiment parmi la population civile est lui assez différent. Parce que oui, c'est désormais officiel, plus de la moitié de la population ukrainienne est favorable à la négociation pour obtenir la paix. Au début de l'invasion, 73% des Ukrainiens étaient convaincus qu'il fallait se battre jusqu'à la victoire. Ce chiffre restait au-dessus des 60% en 2023, mais il est maintenant tombé à 38%. Selon les dernières enquêtes de Gallup en octobre. Ces sondages révèlent également que plus de 50% des Ukrainiens ne soutiennent pas seulement des pourparlers de paix, mais qu'ils sont aussi prêts à accepter des pertes territoriales. Et honnêtement, c'est parfaitement compréhensible. L'année 2024 a été particulièrement éprouvante. La crise, les pertes au combat, les attaques russes contre les centrales électriques et les usines de traitement de l'eau, tout ça, après plus de 1000 jours de guerre, beaucoup aspirent simplement à retrouver un semblant de normalité. Le coût humain et économique du conflit a été colossal. Des familles entières ont été déplacées, des dizaines
dizaines de milliers de vies ont été perdues et l'économie ukrainienne reste profondément fragilisée. Et attention, ce sentiment est largement partagé dans tout le pays. Par exemple, à ma droite, vous pouvez voir la carte qui montrait le soutien à la lutte jusqu'à la victoire totale en 2022. Et à ma gauche, la même carte mais en octobre. Comme tu peux le constater, les choses ont énormément changé. Le fossé entre les civils et les militaires est important. Un fossé qui s'est particulièrement creusé en 2024 à cause de la stagnation du front. Parce que oui, le soutien occidental en 2024 n'a pas été parfait. Et la sensation générale est que l'on fait face à une impasse. Et qu'est-ce que ça nous dit tout ça? Eh bah, que cette fois-ci, les Ukrainiens eux-mêmes soutiennent l'idée de négocier. Mais comme tu le vois, cette négociation pourrait avoir deux issues très différentes. La première, un pays totalement abandonné une fois de plus, ce qui le condamnerait probablement à l'incertitude, à la pauvreté et à une peur constante. La seconde, une solution à la coréenne qui offrirait un véritable avenir. Et avec Trump à la Maison Blanche, il semble que ce sera à l'Europe de jouer un rôle crucial dans ces négociations. La question c'est, est-ce que Bruxelles sera à la hauteur? L'Ukraine aura besoin de beaucoup d'argent et surtout d'énormément d'armes pour consolider sa position en tant qu'État. N'oublie pas que ce sont les armes qui ont permis à la Corée de devenir viable et à Israël de prospérer parmi un environnement hostile. C'est pourquoi la priorité numéro 1 de Zelensky pourrait ne plus être strictement la guerre, mais ce qui viendra après. Mais je répète la question, Bruxelles sera-t-elle à la hauteur? Kiev réussira-t-elle à obtenir un soutien occidental solide pour garantir l'avenir du pays? Et selon toi, que faudrait-il faire pour sécuriser ses frontières? Laisse-nous ton avis dans les commentaires, on espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, pense bien à t'abonner, à liker et à partager. Et si t'as envie de taper la discute, tu peux écrire un commentaire ou nous envoyer un DM sur Insta. Allez, merci pour ton écoute, à très vite, ciao, bonsoir.